Mardi 17 novembre 2020, bienvenue dans le 16e épisode du TSLH Podcast. Sur l'alignement partant ce soir, moi-même Matt Parra, je suis en compagnie de Larchie et Pascal comme à l'habitude. Les boys, en forme ce soir? Toujours en forme. À mon âge, on n'a pas le choix. Oui. Je suis quand même assez jeune, donc aussi en forme. Excellent, excellent. En espérant que le Saguenay en zone rouge, c'est-tu fait? Oui. Ben, c'est fait, tu fais un bon C'est bout. fait, hein? Ouais, écoutez, moi, trop d'actualités hockey, pas assez d'actualités fait d'hiver. Fait qu'on espère que ça se passe bien, messieurs, dans votre coin. On essaie. Hey, au menu ce soir, on va parler un petit peu d'actualité. Ça n'a pas bougé beaucoup dans la Ligue nationale depuis notre dernier épisode. Qu'on remercie encore les gens qui ont été nombreux à nous écouter avec notre recruteur de la Ligue nationale, Martin Pouliot, recruteur des Capitals de Washington. Épisode toujours disponible sur nos plateformes d'ailleurs. Donc, on va revenir un petit peu sur l'actualité de la Ligue nationale de hockey. On vous a préparé un bloc CH. Donc, ça le dit dans le titre. On va parler beaucoup du Canadien. Les boys, je vous ai préparé quelques points. Je vous dis pas c'est quoi. Ça va ouvrir des discussions, mais je pense qu'on devrait avoir des beaux petits débats et la belle argumentation qui s'en vient. Toujours sur dangereux. Ah, ça devrait pas être si pire. Ça devrait pas être si pire. Par contre, dans notre chronique scouting de cet épisode, ben évidemment, on va revenir sur les performances des espoirs du Canadien de Montréal en Europe. Et puis, on va pouvoir parler aussi de la Carriala Cup. Moi et Pascal, on a écouté quelques matchs. Donc, on a observé certains espoirs du Canadien qui évoluaient là-bas dans la coupe qui est présentée en Finlande. Mais avant qu'on débute, j'aimerais ça présenter notre commanditaire pour cet épisode. Notre commanditaire, c'est massoif.com. Massoif.com, qui est un site web, qui est une entreprise québécoise gérée par les propriétaires de Rêve Sportif. Vous devez sûrement connaître cette entreprise. Évidemment, les voyages de sport au Québec et aux États-Unis sont annulés en raison de la pandémie. Donc, les deux propriétaires d'entreprise ont décidé de lancer la compagnie massoif.com, qui est une compagnie de livraison de bière à domicile. Donc, à ce jour, oui, monsieur. À ce jour, la livraison se limite à la ville de Québec et ses alentours, donc dans la région de Québec. Malheureusement, Maxime, tu vas devoir attendre avant que les services de massoif.com s'en viennent dans ton patelin. Je vais devoir marcher jusqu'au dépanneur pour aller chercher ma bière. Oui, effectivement, pendant que moi, je vais profiter de la promotion que massoif.com nous offre parce que avec le code promo TSLH 2020, TSLH 2020, l'année dans laquelle on est, l'année de marde, mais avec ce code promo, vous pouvez obtenir un 10% de rabais sur votre prochaine livraison. Allez liker leur page Facebook qui est au nom de massoif.com. Allez visiter leur site web. C'est 45 microbrasseries qui ont adhéré à l'entreprise. Donc, c'est des produits locaux que vous allez pouvoir obtenir avec la livraison de bière que massoif.com offre. Les boys, assez parlé de boissons, assez parlé de livraison. Actualité NHL, il n'y a pas eu beaucoup de choses qui se sont passées dans les... As-tu? Ben, à part les beaux chandails, là, ben beau ou laid, là, c'est relatif. Y a-tu eu quelque chose? Pas tant que ça. Pour de vrai, ça, je me disais. Le plus gros sujet des derniers jours, ça a été le dévoilement des chandails Reverse Retro. Honnêtement, les gars, avez-vous quelque chose à dire là-dessus? On parle-tu de la fameuse est-ce que c'est correct que l'Avalanche reprenne le logo des Nordiques ou non? Appropriation culturelle, man. C'est pas un débat qui m'intéresse, je dirais. Oh, moi non plus. Ça. Non, moi non plus. Fait que... Le chandail est beau. Fait que moi, j'ai juste ça à dire. Il est super beau. Il y en a quelques-uns qui sont pas beaux, mais ça, c'est pas grave. C'est selon le goût de tout le monde. Lui, du Canadien, je trouve ça à gauche. Là.
On peut-tu juste parler de celui des Ducks? J'ai une carte de hockey. J'ai une carte de hockey avec celui-là qui est Paul Carriot, Teemu Selanne, puis Guy Hébert, je pense. Fait que moi, il me dérange pas le chandail. C'est pas le plus beau, là. Mais Je le trouve affreux. ça me rappelle 1995. Mais au moins, c'est original. Ouais. Mais sinon, vos plus beaux? Washington, je le trouve vraiment beau, sérieusement. Edmonton, personne n'en parle, mais je le trouve assez bien. C'est simple. Ça... Ouais. Mais le plus beau, c'est Islanders, voyons. Mais Coyote, les avis sont très partagés, mais moi, celui des Coyotes avec le fameux logo là, un peu spécial. Il est bold. Il est sinon, vraiment osé. L'ours des Bruins sur les épaules. Ce petit logo-là, je l'adore. Pour moi, c'est Chara qui l'a dessiné, celui-là. Moi, je suis un gars plus classique, les gars. Mon plus beau, je trouve encore que c'est celui des Blackhawks de Chicago. Ouais, il est beau. Ouais, c'est vrai qu'il est très beau. Il est classique, il est sublime. Là. Pour vrai, ils font tout le temps une belle job, les Blackhawks, au niveau jersey. Ceux-là, les Canucks aussi, je l'ai bien aimé. J'étais un peu déçu là, tu sais, que le modèle de l'air beurré soit pas ramené, mais le mix de bleu puis vert, j'aime bien ça. C'est quand même pas pire. Moi, j'aime bien lui d'Ottawa. Les nouveaux chandails d'Ottawa, je les trouve super beaux, puis celui-là aussi, je le trouve vraiment excellent. Fait que bien content pour eux autres. Le problème, c'est qu'Ottawa nous montre encore une fois que le timing, ça fait pas partie de l'organisation. Ils reviennent avec un ancien logo, mais ils sortent un chandail rétro. Fait que dans le fond, ils ont sorti 2 chandails pareils avec des couleurs différentes quasiment. C'est ça, exactement. Sinon, dans l'actualité, ben évidemment, on a le développement au niveau de la pandémie pour la saison 2021 parce qu'on peut pas vraiment parler d'une saison 2020-2021. La date prévue actuellement est le 1er janvier, mais certaines rumeurs tendent à vouloir voir un début du calendrier en février, ce qui serait pas nécessairement illogique parce que la Ligue américaine commence en début février. Ils ont parlé beaucoup d'une division canadienne, les gars. Avez-vous une idée sur à quoi on peut s'attendre d'une division canadienne? Moi, dernière fois, j'ai écrit là-dessus, me suis trop fait ramasser. J'ose plus en parler. Je sais pas si vous vous souvenez de ça, là, il y a une couple de semaines, là. Des commentaires assez tranchants, merci. Moi, personnellement, je trouverais que ça serait vraiment relevé comme division. Oui, Ottawa serait probablement dans les bas-fonds, mais c'est toutes à part Ottawa puis Toronto, c'est toutes des équipes qu'on voit pas souvent pareil. Fait que je serais tellement content de les avoir souvent contre le Canadien cette année. Surtout Edmonton. On pourrait avoir Edmonton, Vancouver aussi, Peterson puis McDavid toute l'année. Je serais très, 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 très content de voir que ça se dénoue comme ça, là. Moi, honnêtement, Ottawa, je pense qu'il s'en sortirait vraiment pas si mal que ça, là. Je pense que plusieurs voient ça comme si Ottawa allait se faire déclasser à tous les matchs de la saison. Mais pour vrai, je regarde l'équipe sur papier puis je me dis je pense qu'il y a beaucoup de gens qui les voient encore comme l'équipe qu'elle était dans les 2 dernières années et que là, on oublie peut-être un peu de jeter un coup d'œil à l'équipe que ça pourrait être cette année. Puis ça va aller en s'améliorant, mais je pense que dès cette année, ça pourrait être vraiment pas si pire à Ottawa. À part ça, moi, je pense que les Leafs, là, il serait temps. Là. Avec l'ajout des vétérans, on dit ça à chaque année en même temps. Là, là on sait comme plus trop. Mais je pense que les Leafs, c'est le temps. Vancouver, c'est l'équipe que j'ai le plus hâte de voir cette année. Je pense. Vancouver, Edmonton aussi, avec un corps arrière comme Tyson Barrie qui a tout approuvé cette année. Non, ça serait vraiment une année très intéressante. Un bon gardien de but aussi, hein, Edmonton? Ouais, non, tu vas pas me... Non. Je sais ce que tu essaies de faire, là, Pascal. Tu essaies de me déconcentrer, c'est correct. Mais je vais pas embarquer dans ton petit jeu ce soir. C'est correct. Mais au niveau d'Ottawa, c'est vrai qu'ils ont pris quand même un bon élan là avec tous les jeunes qui vont arriver, la vague de jeunes qui va arriver. Ils ont fait quelques signatures aussi intéressantes, dont chose bin, là. Ton petit préféré? Carl Turris. Non. Je parle d'Ottawa. Ah, Ottawa, je pensais qu'on était encore à Edmonton. Avec Galchenyuk.
Galchenyuk. Ok, oui. Ben oui. Lui, je l'aurais aimé à Edmonton, mais oui, Galchenyuk, juste ça fait d'Ottawa une équipe de série. Ouais, c'est ça. Non, mais sincèrement, Galchenyuk, à quel moment de sa carrière Galchenyuk a connu ses meilleurs moments? Pas de pression, puis c'est la meilleure place. Exact. C'est quand Montréal, on se souvient, Montréal était pas mal exclu des séries. Galchenyuk s'est mis à scorer comme un Gretzky. Je pense qu'à Ottawa, ça pourrait... à la manière un peu d'un Duclair, j'espère qu'ensuite, il va prendre des meilleures décisions que celles de Duclair, là, mais ça, c'est une autre paire de manches. Mais ouais, ça, puis aussi Dadonov à Ottawa. Oui, puis Stützle, veut pas, il risque d'être là aussi. Ça va être une équipe vraiment le fun à regarder jouer cette année avec Barry. Punch offensif. Non, c'est ça, exactement. Ouais, puis avec un Chabot comme corps arrière, avec l'excellent Eric Brandstrom. Ah non, mais pour vrai, j'ai très hâte de voir cette équipe-là cette année. Ah, moi aussi, je vais probablement regarder une couple de matchs. Là. J'ai très hâte de voir aussi la tenue de Matt Murray, mon ancien gardien de but. Oui, c'est vrai. Mais on oublie toutes les additions qu'ils ont faites, sérieusement. Ouais, ben ils en ont tellement fait. Puis c'est pour ça que je dis, il faut pas voir cette équipe-là comme l'équipe que c'était la saison dernière. Là, c'est complètement autre chose. Là, c'est une grave erreur de voir cette équipe-là dès le début de la saison, de se dire c'est certain. Je suis sûr qu'il y en a qui mettraient bien de l'argent là, qui finissent dernier. Honnêtement, je serais dernier. Je parle d'une potentielle division canadienne. Là. Ouais. Honnêtement, je mettrais peut-être de l'argent là-dessus, mais pas ma maison, tu sais. Je saurais pas dire quelle équipe pourrait finir derrière. Tu sais, les Flames, on dirait que ça s'en... Je sais pas comment ça s'en va. C'est sûr qu'ils ont fait des belles additions cet été aussi. Tu sais, les Jets, est-ce que Hellebuck peut continuer à être aussi bon avec une défensive aussi poreuse? Honnêtement, oui, Ottawa risque fort bien mais comprenez-moi bien, là, Ottawa risque fort bien de finir dernier. Mais est-ce que c'est aussi sûr que tout le monde semble le dire? À mes yeux, c'est vraiment pas le cas. Ils ont, comme n'importe qui, ils ont leur shot. Là. Ils vont avoir leur shot. Puis, comme je dis, ça va vraiment être relevé comme division si c'est là. Ça va être le fun cette année si ça a lieu. À l'image de quand on a relancé le hockey au moment de faire la ronde préliminaire puis les séries éliminatoires, on mentionnait souvent qu'il y avait beaucoup de facteurs en jeu puis que c'était très difficile de prévoir qu'est-ce qui allait arriver avec les formations une fois en série. J'ai l'impression que la saison 2021 fera pas exception. On sait présentement que les équipes vont s'affronter 2 à 3 fois, peut-être 4 à la même place contre la même équipe pour ensuite quitter la mini-bulle temporaire, faire une semaine sans activité, donc un genre d'isolement, puis retourner à une autre bulle pour jouer 2, 3 à 4 matchs contre une autre formation. On essaie de faire un calendrier qui va ressembler beaucoup au baseball majeur. Des séries de 3 matchs, 4 matchs, peut-être 2. C'est pas encore canné, là. En fait, il n'y a rien de canné présentement. Là. Au niveau de la Ligue nationale, il y a beaucoup de choses qui sont en négociation. Mais c'est un plan qui est présentement sur la table. Là, je pense que ça va... Oui, excuse-moi. Vas-y, continue. En fait, mon point, puis je sais pas si c'est là que tu t'en allais, Pascal, mais mon point, c'est que des rivalités puis de la parité, il va en avoir, puis pas à peu près. Là. Oui, je m'en allais vers... Ça va favoriser les grosses équipes. Tu sais, la Ligue nationale de hockey moderne, c'est rapide, un peu moins de physique, puis c'est du talent, beaucoup de talent, mais avec les rivalités qui vont augmenter comme ça, le calendrier serré, ça va être important d'être capable d'intimider l'adversaire puis de pas se faire intimider. En tout cas, j'ai vraiment l'impression que les grosses équipes cette année vont bien scorer. Puis ça tombe bien parce que les Canadiens ont... Quand tu parles de grosses... Ben ça, pour qu'on soit bien clair, parce que la première fois que tu dis grosses équipes, je pensais que tu parlais... Il y a deux façons de voir grosses équipes. Il y a grosses équipes en termes de talent. Toi, tu parles vraiment en termes de shape, là, juste pour que ça soit bien clair. Comme moi, mettons. Là, c'est une grosse ouais. Les auditeurs te voient pas, malheureusement. Mais non, c'est juste pour mettre bien au clair que quand on parle de grosses équipes, on parle de gabarit. Là. Oui, exactement. Les équipes un peu plus corpulentes. Ben, les formations, ouais, on peut dire ça.
Les formations qui vont avoir des excellents duos de gardiens de but vont également Aussi, s'illustrer. oui. Tu sais, on en Autre parlait. point. On en parlait souvent hein, dans nos derniers podcasts, puis tu sais, on en parlait pour les séries, mais dans l'éventualité où ce que ça allait être un calendrier plutôt condensé, on s'en attendait là, pour la prochaine saison. On évoquait déjà le point qu'un duo de gardien de but sharp, ça va donner un edge à une formation, puis clairement, on s'en va vers là. Donc, moi, des formations, tu mentionnais les Jets tantôt, Max. J'ai un peu de misère à penser que les Jets vont être dans le portrait cette année parce que Hellebuck, il pourra pas gauler 65 matchs. Là. Tu sais, il y a rarement, c'est ça, il y a rarement des congés. Il se fait beaucoup tester à cause de la défensive. Ça va être dur pour les Jets, justement, par rapport à ça. Mais c'est là que dans n'importe quel dossier, ça devient extrêmement difficile de faire des prévisions. C'est pour ça que je dis les sénateurs oui, on peut les voir derniers, puis c'est logique de les voir derniers d'une division canadienne. Mais on sait tellement pas ce qui va arriver qu'en ce moment, de faire des prédictions, comment veux-tu faire des prédictions? Tu l'as dit, un gars comme Hellebuck, il a beau gauler sa tête, il pourra pas gauler sa tête pour 70 games, là. C'est impossible. Puis le calendrier va peut-être être plus court aussi. Tu sais, des jeunes équipes comme ça, des fois, ils ont des bonnes stretches qui vont gagner. Beaucoup de matchs, un bon 20 matchs. S'il y a juste 60 matchs dans la saison, puis tu as gagné dans tes 20 premiers matchs une quinzaine de matchs, mais veux pas, ça te donne un edge contrairement à une saison de 80 matchs que tu perds les 20 derniers. Fait que tu sais, on pourrait avoir vraiment beaucoup de surprises, comme au lockout, qui avait eu une quarantaine de matchs, puis que Subban avait gagné de Norris, là. Ce sera pas une saison où on va voir des formations prendre un chemin bien droit, puis une fois au milieu de la saison, on va se dire cette formation-là, elle risque d'être dans série parce que je m'attends à ce qu'on voit le phénomène qu'on a vu en série cette année, soit que les équipes jeunes, en début de calendrier, ça va exploser. Les kids ont les jambes, même si ça fait longtemps qu'ils ont joué, ils ont les jambes, ils ont le physique, ils ont le repos, sont en forme, ils ont l'âge pour suivre, mais éventuellement, l'expérience, ça va venir en ligne de compte, puis je crois bien que les formations vont se replacer. Là. Mais même au milieu de la saison, je parierais pas sur quelle équipe ferait les séries. Là. Ça va être des courses jusqu'à la fin. Là. Au niveau de l'actualité, c'est pas mal ça. Pour vrai, il y a eu des signatures dans la Ligue nationale. Anthony Manta, c'est arrivé il y a 2 semaines. Je pense que tout le monde est au courant que les Red Wings ont signé un gars 4 ans puis qui va frapper à la porte du marché des joueurs autonomes quand ce gars-là va être dans son pic. Je pense qu'on est unanime là-dessus. C'est un pari risqué, mais on verra ce qui va en ressortir chez les Red Wings. Steve Yzerman, c'est pas un cabochon. Après moi, il sait où ce qui s'en va. Ouais, mais c'est sûr qu'Anthony Manta va toucher beaucoup d'argent dans 4 ans. Là. Oui. À moins qu'il faudrait vraiment qu'il continue à être malchanceux avec des blessures, mais je vois pas comment ça pourrait pas éventuellement. Il a déjà eu sa malchance pour sa carrière, ce gars-là. Là. T'enlèves les blessures de ce gars-là en début de carrière, puis c'est déjà un scoreur de 35-40 buts. Avec Raymond, ça va être intéressant. Ah, ça va être très intéressant. Si vraiment ces deux-là peuvent jouer ensemble à peu près dans leur pic respectif, là, avec un gars comme possiblement Larkin ou... non, ça risque d'être très intéressant, mais ouais, Manta devrait toucher beaucoup d'argent dans 4 ans. Que ce soit avec les Wings ou que ce soit avec n'importe quelle autre équipe, là, parce que c'est ça, il va toucher le gros lot sur le marché des joueurs autonomes sans compensation. Si les Wings sont pas en mesure de le retoucher, ça c'est certain. De le re-signer, ça c'est certain. Ouais. Les boys, bloc CH, je vous ai préparé une petite question d'ouverture. On va discuter là-dessus. Ça va être bien trippant. Bon. Mise en contexte, qui est peu nécessaire, mais je vais vous mettre en contexte pareil. Le Canadien de Montréal vise les séries. La fenêtre est ouverte. Pascal, tu l'as suffisamment dit sur le site web. Que ça ne plaise ou non aux partisans, c'est le cas. Faut être réaliste. Avec les acquisitions de Marc Bergevin, on veut rentrer en série pour avoir une chance à la Coupe Stanley. Mais là, dans l'optique où le CH veut emprunter cette voie-là, on veut aller à la Coupe, la date limite s'en vient, on veut rajouter des assets pour les séries. On est bien placé. Tu sais, on se cachera pas, le Canadien devrait finir
en position pour faire les séries là, cette année, tu sais, à moins Oh. ils ont l'alignement Mais pour sinon, le faire. sinon, c'est un échec total. Là. Oui. Sinon, si le Canadien n'atteint pas les séries cette année, c'est un désastre, c'est un échec lamentable, puis ça fait drôlement pitié. Ça va faire un bon ménage, en tout cas. Effectivement. Ménage. Ménage, peut-être pas. Peut-être qu'on va attendre à l'année d'après, mais Ouais. je regarde la face de pas l'air convaincu. Ben, maintenant, parce que, tu sais, Molson, juste avant les séries, avait dit, tu sais, on est conscient que le processus, tu sais, ça va faire mal avant que ça soit mieux, mais on va espérer des résultats. Là, il y a eu les séries, ils sont réveillés d'un coup avec Suzuki, Kokanemi qui dit « Oh, malade! » Fait que là, le Big Three. Fait que là, ils disent « OK, là, c'est les séries, il faut gagner des résultats maintenant. » Tu sais, tu peux pas croire que 10 matchs ont tout changé, mais c'est ça pareil qui est arrivé. Donc là, lui, il veut des résultats. Fait que j'imagine que cette année, s'il n'y a pas de résultats, si mettons, on finit. Le Canadien finit 9e, mettons, dans l'Est, puis ils ont été dans la bagarre tout le long. D'après moi, ça va être une année de plus pour Bergevin. Mais si on est dans la cave, dans les 7-8 dernières formations comme cette année, il survivra pas loin. Donc, ce que j'en comprends, c'est que Marc Bergevin, il est sur un siège éjectable. C'est bien ça. Ouais, comme n'importe quel. Même s'il y a eu l'une des meilleures étés dans toute la Ligue nationale de hockey, sa tête est sur le bio, là. Mais là, Julien plus que Bergevin en ce moment. Oui, Là, c'est sûr que Julien. En ce moment, Bergevin a justement, tu l'as dit, a fait son travail cet été. Ben là, c'est à Julien de placer ça. Tu sais, oui, peut-être. Le Canadien a quand même pas une équipe qui peut toucher la Coupe Stanley dans quelques mois, à moins. Ça peut toujours arriver, mais bref, on s'entend qu'on regarde ça sur papier, puis les chances sont faibles. Oui, oui, Julien aurait encore besoin de bons éléments, particulièrement en défensive. Ben, quoique là, Bergevin a patché les trous, hein, c'est ça, de la mobilité, un défenseur à caractère plus offensif, surtout du côté gauche. Mais cela dit, c'est ça. Julien, en ce moment, il a sa tête sur le bio davantage que Bergevin parce que là, Bergevin il a donné des outils puis il a dit, OK, là, construis-moi une maison. Là. Je t'ai acheté les outils au Canadian Tire. Là. Toi, tu me fais une maison. Puis s'il fait un chalet tout croche, là, un chalet rang tout croche, Julien, ben, ça marchera pas. Là. On va le détruire, le chalet, puis on va embaucher quelqu'un pour la construire, la belle maison. Là. Ouais, mais tu sais, j'ai comme l'impression que encore un coach congédié par Bergevin, encore une défaite de son plan. Donc, j'ai la misère à croire qu'il passerait pas aussi. Il faudrait vraiment que son pitch de vente soit bon pour... Mais t'as raison, c'est en premier lieu, c'est sûr que la chair à canon, c'est Claude Julien, Kirk Muller, puis l'autre. Là. Pas du charme. D'après moi, Muller puis du charme, il y aurait sûrement leur chance pour prendre sa place. Surtout Muller avec les séries qu'on a connues, c'est quand même pas mauvais. Puis je pense que c'est le seul coach anglophone qui serait accepté, malheureusement... quand je dis malheureusement, c'est que ça n'a pas de bon sens, là, comme coach anglophone, strictement anglophone. Mais tu sais, en tout cas, Jean Tremblay ferait sûrement un bon texte là-dessus. Ah, ça, c'est bon sans aucun doute. Mais non, ouais, c'est sûr que Bergevin joue sa job lui aussi, mais dans un sens, cet été, on l'a dit, il a connu un très bon été. Donc, un des meilleurs de sa carrière. Mais est-ce qu'il joue sa job? Je pense que tu l'as bien dit, oui, dans le sens où si ça marche pas, ben ça sera pas juste la faute à Julien non plus. Ça va être que, en bout de ligne, en bout de ligne, là, un coach, ça coach, mais c'est les joueurs qui jouent. Donc, je veux dire, puis les joueurs qui mettent ça à la glace, ben c'est Bergevin. Fait que c'est un cercle un peu vicieux dans le sens où les deux jouent leur poste un peu cette année. Mais je pense qu'en ce moment, il y a plus de confiance sur Bergevin que sur Julien, quoi qu'avec les séries que Julien a. Mais c'est à quel point c'est Julien. C'est ça l'affaire. À quel point chacun est responsable des bonnes séries d'il y a quelques mois. Ben, c'est difficile de le dire. Donc là, on va. Molson à déterminer. Faudrait un peu oublier les derniers mois puis repartir à zéro puis dire, OK, le bon été de Bergevin, on l'oublie. Les bonnes dernières séries d'un peu tout le monde, on les oublie. Là, c'est là que ça se passe, puis c'est là qu'il faut produire. Puis si on produit pas, ben là, on en viendra à des conclusions. Est-ce que Bergevin est capable de nous amener ce qui nous manque pour que ça fonctionne? Si ça fonctionne pas en début de saison, ben là, on va voir. Est-ce que Julien, pour placer les choses, peut brasser les cartes? C'est beaucoup de questions. C'est énormément de questions. T'sais, à date limite, comme tu disais, Matt, mettons que le Canadien recherche des assets pour la fin de saison et tout, un peu comme Tampa Bay a fait à payer des choix de première ronde. Ils ont une coupe Stanley, fait ils ont eu raison. Mais c'est mettons le Canadien, OK, à date limite des transactions,
veut chercher le joueur qui leur permettrait peut-être de passer au prochain step, mais ça va coûter vraiment cher, puis en même temps, il n'y a pas de place à masse salariale. Donc, l'équipe en ce moment a une belle profondeur, du physique, un peu de l'offensive. Il manque pas de profondeur, il manque pas de joueurs top 6, bâtis de deuxième trio, ailier ou centre. On a tout ça un peu à l'interne. Il faut vraiment un joueur de premier trio ou un défenseur gaucher de première paire. Aller chercher ça à date limite de transaction, c'est probablement impossible, là, je te dirais. Là. Mais les Canadiens ont quand même des assets à vendre pour avoir du futur, mais c'est pas ça qu'ils veulent. J'ai comme l'impression qu'on va perdre Tatar pour rien, peut-être même Dano, j'espère que non. Mais c'est des beaux problèmes à avoir dans l'équipe, mais je vois pas comment ils pourraient faire pour acheter des trucs pour qu'ils deviennent une équipe contender pour de vrai. Donc, c'est un beau problème. Ben justement, tu l'as dit, c'est un beau problème, oui, mais dans un an, quand on n'aura plus d'Ano et Tatar qui vont être partis gratuitement à d'autres équipes, là, on va trouver que c'était pas un beau problème d'avoir une équipe moyenne puis d'aller à la coupe avec une équipe moyenne. Je pense que Tatar est échangeable en ce moment. Puis pas trop réduire la qualité de l'équipe, ça ferait mal, là, mais pas trop. Moi, je te garantis. Non, ça serait. Ben, ça serait ridicule, ça serait complètement ridicule. Tu y vas pour la coupe, ben tu y vas pas. Ça serait, je dis pas que t'as pas raison parce que je ne sais pas ce qui se passe dans la tête des dirigeants du Canadien, mais je dis que ça serait complètement ridicule de dire ok, on y va pour la coupe, mais Tatar peut-être, ça peut-être. Non. Tu y vas pour la coupe, tu y vas pour la coupe, tu y vas pas pour la coupe, tu y vas pas pour la coupe. Tatar est vraiment bon en série. Il est vraiment malade. Mais sérieux, non, c'est juste parce que si mettons il veut optimiser ses assets, ce qui est pas tout le temps bon, Bergevin là-dedans, vraiment échanger un joueur quand sa valeur est la plus haute, là, c'est pas nécessairement sa force. Là, c'est quoi, on y va-tu en 2020, j'allais dire 2020, 2021. On y va-tu en 2021 ou en 2021, 2022? Parce que là, après ça, t'as les contrats de tes jeunes qui s'en viennent à signer. Là, tu vas manquer d'argent. C'est là que ça doit se passer. C'est là. Je sais, mais c'est comme, j'essaie de me mettre à sa place, puis de voir comment optimiser tes assets en même temps d'aller pour la coupe, mais avec l'équipe actuelle, c'est pas trop possible de faire ni un ni l'autre. Ben c'est ça. Autant il a connu perdant, peu importe ce qui arrive quasiment. Autant il a connu un bon été, autant il s'est comme placé dans une situation difficile en connaissant cet été-là de très bonne qualité, je le dis. Il a connu un très bon été. L'équipe sur la glace est beaucoup meilleure en ce moment qu'elle l'était il y a quelques mois. Par contre, il s'est mis dans une situation très très tough dans le sens où ben là, il se ramasse dans une situation où, justement, il n'y a pas le choix d'y aller. Tu fais quoi? Tu fais quoi si cette équipe-là marche pas, qui est sur la glace? Ou tu fais quoi si... Ben oui, tu t'en vas. Ben oui, tu t'en vas. Tu fais quoi si cette équipe-là est mis peloton sur le bord des séries à date limite des transactions cette année? Tu peux pas reculer ou continuer à avancer à moitié ou... Non. C'est pour ça, c'est ça que j'ai hâte de voir. Il s'est mis dans une situation où il a pas le choix d'y aller. Mais si ça marche pas, tu peux pas y aller. T'as l'air cave si tu y vas puis ça marche pas. Puis après ça, imagine, tu payes pour t'améliorer puis tu fais même pas une série. Là, après ça, en plus, tu perds Tatar puis Dano. Non, ça marche pas, là. Tu peux pas dire non plus, je vais prendre Tatar comme monnaie d'échange pour m'améliorer pour les séries parce que une équipe qui va vouloir avoir un Tatar va vouloir entrer en série, tu sais. Fait que, non, mais c'est ça, exact. Je suis tellement d'accord avec ton point, Max, que tu dis que le Canadien s'est mal positionné pour la saison. Le Canadien s'est quand même bien positionné pour la saison présentement, mais sont très mal positionnés si, par un malheureux hasard, le CH est vraiment limite, même un petit peu loin de la porte d'entrée des séries. Là, on est mal pris. On est mal pris beaucoup, puis je trouve ça le fun, les gars, parce que vous avez tourné autour vraiment beaucoup de ma question que je m'alignais pour vous lancer. Vous avez tourné, vous avez touché, vous y avez touché, puis vous êtes tassé après. Je vais vous la lancer direct sec comme ça. Le CH veut aller à la coupe. À date limite, on se débarrasse de quel jeune pour s'améliorer maintenant? OK. Ouais, ben c'est ça. Pascal, il est en amour avec tous les jeunes prospects du CH. C'est tous des vols.
Moi, ça, j'ai jamais dit de là. Non, c'est pas vrai. Mais Pascal les aime beaucoup, les jeunes du CH. C'est pas un secret. Non, pas. Mais, puis il s'en cache pas non plus, là. C'est pas une attaque, je l'agace un peu. Ouais. Mais personnellement, j'aurais moins de difficultés, justement, dans le sens où, selon moi, quand tu y vas pour la coupe, tu y vas pour la coupe. Est-ce que, ouais, mais Pelling, est-ce que la valeur d'un Pelling, moi, ce que je regarde quand je me débarrasse d'un jeune, c'est est-ce que sa valeur vaut la peine en considérant ce qu'il va me rapporter. Est-ce que moi, un Norlinder, ça serait un gars que possiblement je verrais bouger. Moi, un gars comme Caulfield, j'aurais aucun problème à bouger ça. Aucun problème. Moi, je serais content si Caulfield... Moi, si Caulfield score un but... si Caulfield score 20 buts dans la LNH en une saison, je trouve que ça va être bon. Donc, j'aurais pas de problème à m'en débarrasser en ce moment à 0. Si ça peut nous amener un bon joueur, moi, Caulfield, là, fais ta valise, puis je te souhaite bien du succès, mais ce sera pas à Montréal. Tu vois, moi, je m'imagine présentement les gens qui nous écoutent, puis ils se disent, ils sont malades. Ils veulent échanger Norlinder, ils veulent échanger Caulfield. C'est quoi ça? On peut pas. On se fait poser la question. Exact. Mais tu sais, la question là, est légitime. Puis échanger Caulfield ou échanger Norlinder, c'est des scénarios qui sont légitimes à imaginer dans le sens que le Canadien, s'ils veulent aller en finale de la Coupe Stanley ou qu'ils veulent rentrer en série fort puis ajouter un élément très important sur ses premières paires de défensives ou sur ses premiers trios, ben il faut que tu payes. Il faut que tu payes. On dirait là que dans la mentalité de plusieurs, là, les transactions, c'est facile à faire. Mais non, pour avoir un joueur de qualité qui vont vouloir aller chercher à la date limite des transactions, c'est un Caulfield, c'est un choix de première ronde, c'est Norlinder, c'est des gars qu'il faut être prêt à voir partir pour avoir une shot cette année. Tu sais, est-ce que Bergevin va le faire? On fait juste en discuter. Moi personnellement... Il sait qu'il n'y a pas une vraie shot. Il sait qu'il n'y a pas une vraie shot, fait que je pense pas qu'il va le faire. Mais tu sais, si, mettons, il y a à le faire, moi, je choisirais les prospects que j'ai un peu plus de doutes au niveau de qu'ils atteignent. Nomme les dons. Les dons. Moi, ça, pour que j'ai plus de doutes. Mais Norlinder, j'ai plus de doutes. Je pense qu'il va pogner un mur en Amérique du Nord pour la grosseur de la glace. Il y a une bonne mobilité. Il y a une très bonne vision. Mais je pense que quand il va avoir moins d'espace, ça va être pas mal plus dur de se démarquer. Romanov, je touche pas à ça. D'après moi, dans la nationale de hockey, il va être un très, très, très bon défenseur. Il a tout pour réussir. Je pense pas que ça va être un problème pour lui. Caulfield, tout dépendant du prix, je pourrais accepter. Goulet, je touche pas à ça. Je le laisse. Goulet, non. Goulet, tu touches pas à ça. Yann Michak, je le garde. C'est sûr et certain. D'accord. Mais dans les anciens... Pelling, ça me dérange pas, parce que je pense pas qu'il peut déloger Suzuki, Kotkaniemi ou Dano. Tu sais, oui, Dano, probablement qu'il va partir éventuellement, mais même Evans, je l'aime mieux que lui. Tu sais, fait que... c'est pas un mauvais joueur, Pelling, mais l'année qu'il vient de connaître, ça fait mal à un développement. Puis j'ai hâte de voir à Laval cette année, mais ça me dérangerait pas qu'il parte pour un bon joueur présentement. Mais tu sais, tout dépend tout le temps du prix. Là, ils viennent pas tout en tête, là, les joueurs. Là, mais c'est sûr que ça dépend aussi, j'en ai parlé un petit peu tantôt en commençant à répondre à la question, mais ça dépend. Est-ce que le potentiel de ce gars-là vaut la peine qu'on s'en débarrasse par rapport au potentiel que ce qu'on acquis nous donne une shot sur la coupe? Je sais pas si vous comprenez. C'est dur à dire, mais est-ce que, dans le fond, est-ce que ça vaut la peine? C'est juste ça, en gros. Est-ce que ça vaut la peine de se débarrasser de ce gars-là pour ce gars-là? Est-ce que ce gars-là qu'on amène à Montréal en échange de ce gars-là qui a un bon potentiel, oui, mais est-ce que le gars qu'on amène nous donne un potentiel de gagner la coupe qui vaut plus la peine que le potentiel de ce joueur-là? C'est comme Suzuki, comme Pacioretty. C'est exactement ça. C'est un échange que beaucoup disent que le Canadien a gagné, mais non, c'est égal, sérieusement. Vegas, c'est content. Vegas sont contents. Pacioretty, c'est un très bon joueur de hockey qui fait 30 buts par année. Suzuki, il fera probablement jamais 30 buts, mais ça reste un excellent joueur de hockey. Tatar, c'est un asset temporaire pour le Canadien qui aurait pu rentabiliser l'année passée en l'échangeant à la date limite des transactions. On n'en reviendra pas. Puis le deuxième choix, ça a ramassé Norlinder puis Fairbrother. Fait que tu sais, cet échange-là nous donne 3-4 années de Tatar, Suzuki pour une dizaine d'années.
Norlinder peut-être pour aller chercher un joueur ou qui va jouer dans la Ligue nationale de hockey. Je le vois peut-être plus sur une troisième paire que sur un top 4, mais bon, bref, on en verra. Mais c'est tout le temps ce genre de problème-là. Oui, ils ont perdu Suzuki, ça fait mal, mais ils ont Win-win. Ils ont Pacioretty, c'est un win-win. C'est tout le temps ça qui est compliqué quand il faut que tu achètes. Tout le temps savoir, bon, son potentiel, comme tu disais, son potentiel par rapport à lui que je laisse partir, tu sais, c'est que c'est un beau problème à faire. Tu sais, je regarde ce qui a été payé l'an dernier, puis souvent, je base un peu mes opinions là-dessus, puis c'est une bonne chose, c'est une mauvaise chose. Je pense que c'est un peu des deux. Là, à chaque année, les prix sont différents aussi. Mais un gars comme Tyler Toffoli, l'année dernière, ça a coûté un Tyler Madden, qui est un excellent espoir aussi. Probablement un gars qui voulait... les Vancouver voulait peut-être pas l'échanger non plus, mais ils n'ont pas eu le choix. À un moment donné, quand tu vas avoir un asset qui va te donner de la grosse offensive en série, ben il faut que tu payes. C'est pas vrai là que Lindgren, Payling va te donner un Taylor Hall à la date limite des transactions. À un moment donné. Là. Ça, Lindgren, c'est un autre point aussi. Là, on l'insère dans toutes les transactions, mais le goaler, pauvre lui, il a aucune valeur présentement. À mes yeux, sur le marché, ce goaler-là n'a aucune valeur. Il vaut un joueur de HL. Il vaut un joueur de la Ligue américaine de hockey. Il vaut absolument rien. Non, pas un choix. Ouais. Exact. Puis ça se peut que Lindgren, en tout cas, la façon que c'est commencé cette année à Laval, t'as McNiven, t'as Primo, t'as Lindgren, t'as Demchenko qui vont lutter pour... En fait, Primo va être le gardien de but partant. Je pense que c'est assez unanime. Avec raison. On veut lui donner de l'expérience AHL. Puis Stephen Waite en a parlé en entrevue, justement. 150 matchs pour Caden Primo en Ligue américaine avant de penser à l'amener dans la Ligue nationale, ce qui est totalement logique. C'est un 3 ans intense, professionnel. Ça donne le temps à Price de faire ce qu'il a à faire, de gagner ce qu'il a à gagner, puis après ça, t'amènes le kid. C'est parfait. Sauf que le problème, c'est en arrière. Là, t'as 3 gardiens de but qui sont en mesure d'être ton auxiliaire. Puis à Montréal, il n'y aura pas de poste d'auxiliaire pour 3 ans. Ça va être assez difficile, mais Lindgren, c'est pas un gars qui va te rapporter grand-chose à date limite. T'sais. Perdre ce gars-là, tu t'en fous. Là. Ben oui, rendu là, c'est rendu c'est tellement rendu des petites valeurs, ça doit tellement être des dossiers qui sont loin dans la tête de Bergevin. Oui, il y a à s'en préoccuper, c'est sa job en tant que GM. Mais c'est des quand il a commencé Lindgren, saviez-vous, vous rappelez-vous, certains fans, après 2-3 victoires, disaient qu'on peut échanger Price et mettre Lindgren devant le but. Là, ouais, c'est du Grand Montréal. Peut-être plus les journalistes, certains journalistes qui ont dit ça que des fans, mais tu sais, en tout cas. Ouais, c'est que souvent, on overhype un gars avec des grandes performances dès son arrivée, mais on le sait tous qu'à Montréal, les joueurs qui arrivent, ils ont des bonnes performances au début parce que Montréal, il y a de l'énergie, le monde veut jouer à Montréal, c'est une organisation prestigieuse. Ils veulent jouer au Centre Bell, c'est une adrénaline pour un sportif. Tu sais, c'est gros pour eux. C'est sûr que les premiers matchs, tu produis, mais tu sais, on peut-tu attendre, mettons, avant de mettre un genre d'Ilya Kovalchuk au temps de la renommée du Canadien de Montréal parce qu'il a bien joué pendant 10-15 matchs? Même pas. J'ai tellement des exemples en tête. D'Agostino, Anthony Stewart. Il y en a plein, là, des exemples de même. Moi, je pense qu'on aurait dû garder Jiri Sekac. C'est ce gars-là qui manque à l'attaque du Canadien. Ah, c'est ça. Quelqu'un qui tourne en rond. Fun fact, c'était mon joueur préféré à l'époque. À cause de son nom, je suis sûr. Je me souviens pas vraiment pourquoi. Mais anecdote comme ça, parce qu'on a le temps. J'étais allé voir un match du Canadien l'année que Sekac était là. Et je pense que ça doit être sa seule première étoile en carrière dans la LNH. Mais j'étais là et j'étais très content de voir mon Jerzy Sekac être nommé la première étoile devant mes yeux. Probablement. Moi, c'était Sergei Kostin, la première étoile pour le seul match du Canadien que j'étais allé. Parce que je reste au Saguenay, c'est loin. Puis en prolongation contre Buffalo, Kovalev, top corner, ding! Ah. Premier match de ma vie que j'ai vu de la LNH. Ça avait fini en tir de barrage contre Buffalo, 1-0 en faveur des Sabres.
Premier match que j'ai vu, ça... Ouais, c'est ça. Le pointage de 1-0 en tir de barrage pour les Sabres dit tout. Ça paraît qu'on s'ennuie de hockey, les gars. On a hâte de voir des matchs avec des partisans. On a hâte d'y aller aussi. Par contre, il y a du hockey qui se joue présentement. Puis, je m'en vais vers notre chronique scouting parce que, oui, il y a du hockey qui se joue en Europe, notamment la KHL, la SHL, la Liga aussi. Plusieurs espoirs. La JMQ, effectivement. Une ligue qui a décidé d'opter pour la bulle qui commençait ce soir d'ailleurs, les remparts contre les Cataractes. Mais en Europe, on a eu droit au Karjala Cup, qui est un tournoi qu'un peu tout le monde se fout. Règle générale. Tu sais, on rit, mais en ce moment, on le prend en maudit. En ce moment, c'était notre championnat mondial junior en termes d'engouement. Je regardais du monde sur Twitter, puis il y a beaucoup de gens qui ont écouté la coupe parce que justement, il y avait des espoirs qui jouaient là-bas. La Russie a amené son club U20 qui va représenter la Russie au championnat mondial junior. Ils ont amené ce club-là à la Karjala Cup. C'est eux qui ont gagné, justement. Yaroslav Askarov. Très gros tournoi. Très, très gros tournoi. Vu qu'on parlait du CH, on pourrait peut-être parler justement des espoirs du Canadien. Espoir qu'on va mettre plutôt au singulier parce que, on va parler de Mathias Norlinder, mais le défenseur s'est blessé en plein tournoi. Donc, on n'a pas pu l'évaluer sur l'entièreté du tournoi. Par contre, il y a Jan Mysak qui était au sein de l'équipe de la République tchèque, un des jeunes joueurs de la formation. Pascal, ton petit favori, tu pourrais peut-être nous en parler un petit peu plus de ses performances à la Karjala Cup? Essaye de faire ça en bas de 3 heures. Écoute, ça va être dur. Non, tu sais, c'est pas parce qu'il a été repêché par le Canadien que c'est devenu mon petit préféré. C'est même avant le repêchage, pas mal avant, qui était un de mes préférés au repêchage. Je le voyais 11e sur ma liste personnelle un peu plus tôt cette année. Mais bref. Écoute, ce que j'ai aimé de son match, puis de ses matchs en ce moment en Extra-Liga en République tchèque, c'est son évolution physique. Parce que c'est un gars qui était rapide, très dynamique, qui l'a été encore durant la Karjala Cup, mais il est encore plus. Dans le fond, il est encore plus rapide. Il patine vraiment comme Mark Recchi. C'est vraiment Mark Recchi, là, c'est vraiment spécial comment il patine son explosion, ses premiers coups de patin. Très, très sur lui, comme une petite boule qui patine vraiment vite. Puis, écoute, c'est un gars qui est très fiable dans son territoire, en offensive, en zone neutre. J'ai rien à redire sur ses qualités, sérieusement. Puis en plus, il y a un bon lancer, des bonnes mains. Sa performance à Karjala Cup, c'était pas le meilleur joueur de la République tchèque, là, mais c'est un des meilleurs, tout en étant un des plus jeunes. Il a commencé très bas dans la formation au début, puis ils ont bien vu qu'il était capable qu'il ressortait vraiment bien malgré son temps de jeu, fait qu'ils l'ont fait augmenter d'un trio. Puis il a terminé sur une très bonne note. C'est un excellent choix. Puis je sais pas pourquoi il est tombé autant, mais il aura tombé dans les mains aux Canadiens de Montréal. Je peux pas comprendre pourquoi il est tombé autant. Sérieusement. Un vol. Ouais, là, non, c'est pas un vol. Il y a rien qui est vol. Un vol, faut que ça va être dans 5 ans qu'on va le savoir. Ça sert à rien de le dire maintenant. Mais c'est un bon terme à sortir d'un titre, mettons. Et j'ai rien d'autre à dire sur lui, sérieusement. Il a joué aujourd'hui, j'ai déjà hâte de faire son rapport de match là, à soir ou demain. Parce qu'il faut souligner justement à nos auditeurs que du moment qu'on écoute un match d'un espoir du Canadien, on fait des petits rapports de match avec un vidéo highlights sur le site web de toutsurlehockey.com. Donc, si vous voulez vous tenir au courant du développement des espoirs en Europe chez le Canadien de Montréal, suivez-nous parce que on les regarde les matchs. On fait plus, on pousse l'analyse un peu plus que de se fier à 2-3 highlights. Là. On regarde vraiment le play-by-play. Merci à Instats d'ailleurs de nous fournir les accès.
Mais pour Myshak, je vais dans le même sens que toi, Pascal. C'est un gars qui est super dynamique, que j'ai remarqué. Puis moi, c'était la première fois que je le voyais jouer, donc je pouvais pas vraiment me fier. Son développement était rendu où. Mais dans les matchs que j'ai regardés, il m'a vraiment plu. Puis c'est un joueur qui était en mesure vraiment de se démarquer avec un faible temps de jeu. Son temps de jeu, il l'a acquéri par après, mais il se démarquait, puis il jouait à peu près 9-10 minutes. Là. Donc, chaque présence, il est intense. C'est sûr que quand tu joues pas souvent, t'as plus de jus dans la tank. Mais c'était vraiment un joueur que j'ai apprécié à regarder. Puis moi aussi, pour sa saison, j'ai bien hâte de continuer à le regarder. Mathias Norlinder, on peut en glisser un mot. Moi, ce que j'ai remarqué de son match que j'ai regardé, c'est que le calibre lui a permis de plus travailler sur sa défensive que son offensive. Surtout au sein d'une équipe qui était la Suède, qui était pas vraiment coordonnée, puis qui était pas vraiment, en matière d'exécution, c'était un peu laborieux. La transition se faisait très peu avec les défenseurs et les attaquants, donc Norlinder était très souvent porté à rester en défensive. Puis Pascal, c'est toi qui m'a fait remarquer, mais tu sais, Norlinder, c'est un gars qui allait beaucoup à l'attaque. Puis pendant la carrière à la Coupe, ça n'a pas été le cas. Mais on a pu voir qu'il y a des belles habiletés défensives. Par contre, justement, le fait qu'il est souvent porté à aller à l'attaque, là, dans un rôle qui voulait être plus défensif, il prenait des risques, je trouvais, vers l'avant. Oui, ça, il prenait beaucoup de risques, puis en étant dernier défenseur en arrière. Donc, au lieu de peut-être plus rester à l'arrière, justement, parce que tu es le dernier joueur de ton équipe, il avait tendance à foncer, ce qui a fait en sorte qu'il y a eu des breakaways qui se sont donnés. Il y a eu des passes qui auraient pu être coupées, tu sais, c'est facile à regarder sur vidéo par après, mais je trouvais qu'il prenait un peu de risque. Par contre, il y a toujours un positif, c'est que sa mobilité et sa rapidité lui permettait d'aller rechercher le gars, puis il le faisait très bien aussi. Tu sais, il a une bonne portée, puis une bonne accélération. Fait que souvent, il se mettait à risque, mais il se rattrapait par après. C'est ça. Puis même en SHL, en Suède, c'est ça pareil. Son entraîneur, il fait vraiment confiance. C'est tellement une bonne chose pour lui. Là. Il va tellement bien se développer cette année, probablement l'année prochaine là-bas. Il joue, c'est tout le temps dans les 3 joueurs de son équipe, ou presque, qui ont le plus de temps de jeu. Il joue dans toutes les situations, avantages numériques, désavantages numériques, les mises en jeu dans sa zone, dans la zone offensive. Fait qu'on n'a rien à dire en ce moment sur son utilisation. Sa production offensive fait un peu défaut. C'est un peu pas inquiétant, mais c'est un peu plate. Mais de sa propre avis, en ce moment, il se concentre sur son jeu défensif, puis ça paraît. T'sais, l'année passée, c'était correct, mais c'était dans l'Allsvenskan, puis en Allsvenskan, c'est un peu soft, mettons, comme ligne. C'est complètement différent de la SHL, qui est le calibre est pas mal plus relevé. Fait que, je l'ai vu un peu plus physique aussi. Fait que, présentement, malgré sa fiche, que le monde dit il est pas bon, il fait pas de points. Sa fiche ne dit rien en ce moment. Il y a un bon début de saison. Sa blessure est vraiment plate. J'ai hâte de voir quand est-ce qu'il va venir. Parlant... Je l'ai pas regardé. Non, vas-y, Max. Je l'ai pas regardé au tournoi dont vous parlez, Norlinder, mais je fais quand même le même constat que vous faites. Il y a un bon potentiel, mais comme a dit Pascal dans un autre dossier, il y a plusieurs minutes de ça, je pense que c'est un genre de gars qui va frapper un mur en Amérique du Nord. Avec son style de jeu, on parle des jeux dangereux qu'il fait, mais que heureusement, il y a la mobilité, il y a la vitesse pour rattraper le gars. Ça marchera pas. Non, ça peut pas marcher en Amérique du Nord, malheureusement, ce genre de style-là avec... J'allais dire un talent limité. Il est très talentueux, Norlinder, mais il y a des raisons. Il y a des raisons pourquoi ça a été un choix de 2e tour. Je dis pas que les équipes se sont trompées. Par contre, je vois pas comment ce gars-là, avec son développement, pourrait éventuellement devenir un défenseur étoile dans la Ligue nationale. Il prend des risques. Là, il se concentre sur son jeu défensif, c'est correct. Je vois en lui un gars qui pourrait éventuellement être un NHLer, mais... Il y a un petit quelque chose qui me titille à toutes les fois que je le vois faire des jeux dangereux, puis je suis comme, il me semble qu'à cet âge-là,
tu serais plus supposé faire ce genre de jeu très dangereux-là. Puis je pense que c'est même pas la première fois que j'en parle dans un podcast. Non, t'apprends très jeune à pas faire ce genre de jeu-là, à passer devant. C'est correct de se faire confiance et il y a un certain talent qui fait qu'il peut se faire confiance. Mais des fois, trop, c'est trop, puis ça va lui coûter très cher en Amérique du Nord. Peut-être que rendu en Amérique du Nord, c'est là qu'il va se rendre compte un peu tard qu'il peut pas faire ça. Mais justement, je pense qu'il va être peut-être trop tard pour après ça sans tout changer son style de jeu pour s'habituer justement. Là. Je suis hâte de voir. Il va sûrement passer par la Ligue américaine. Là, puis c'est là qu'on va voir. Ah ben oui, absolument. C'est là qu'on va voir s'il est capable ou non. C'est sûr que ce gars-là passe par la Ligue américaine. Là. Je peux pas croire que ce gars-là va passer directement dans la LNH. Ça, je mettrais beaucoup d'argent là-dessus. J'imagine, Max, tantôt, pour revenir, j'imagine quand tu parlais de choix de 2e ronde, tu avais en tête 3e ronde. Ouais, excusez, ouais, c'est exact. Je me suis mêlé avec Romanov. Ah, c'est ça, je croyais. Mais effectivement, j'ai hâte de voir avec le Rocket, parce que oui, moi aussi, je m'attends beaucoup à ce qu'il passe par la AHL. Puis, mais comme a dit Pascal, je pense pas que ça va être l'année prochaine. Je pense qu'il y a encore 7 saisons dans la SHL et l'autre d'après. Probablement l'autre. Logiquement, là. Tantôt, Pascal, tu mentionnais que quand on regarde l'affiche de Norlinder, on fait comme il fait pas de points, il est pas bon, tu sais. Ben, c'est un réflexe qu'on a aussi beaucoup, en fait, ce qu'on observe beaucoup à l'égard de Jesperi Kotkaniemi, qui a fait 3 points en 2 matchs, puis là, il faisait tourner des têtes. Ah ouais, c'est le titre de où, ça? C'est TVA Sport, je crois. TVA Sport. Pour que le lendemain, il y ait une entrevue mentionnant que Kotkaniemi trouve ça difficile de s'adapter au style de jeu européen. Donc, c'était, ma foi, de toute beauté. Mais Kotkaniemi, on a eu la chance de le regarder. Contrairement, je reviendrai pas là-dessus, mais on a eu la chance de le regarder beaucoup. Puis, effectivement, se fier à quelques clips puis une ligne de stats, c'est pas suffisant. Ce que j'observe de Kotkaniemi présentement, c'est que il démontre un hockey similaire à ce qu'il offrait dans les séries. C'est ça. À certains égards, mais similaire. Le gars, il est intense, il patine bien, il est rapide, il a une bonne explosivité quand même. Puis, je le mentionnais dans un de mes textes, ce que je déteste quand Kotkaniemi est en accélération, c'est qu'il a l'air d'un champion olympique de canot, puis sa rame, c'est son bâton. Il bouge du haut du corps, c'est épouvantable, puis je trouve tellement qu'il y a une dépense d'énergie inutile dans son explosivité. Ben là, j'ai trouvé qu'il fait beaucoup moins ça. Du moins, des matchs que j'ai regardés, faut pas généraliser, il le fait encore un peu, mais ça paraît beaucoup moins. Donc, Kotkaniemi nous habitue présentement à du hockey comme qu'il a fait en série, à moins grand égard, parce que son équipe, c'est pas yable. C'est pas très, très fort. La SAT, là, c'est un peu gênant. C'est en Liga aussi. Le calibre est différent de la NHL, évidemment. Puis là, je suis pas en train de chier sur Kotkaniemi en disant qu'il est pas bon puis qu'il a pas de carrière dans la Ligue nationale. Mais Kotkaniemi joue comme en série l'année passée, mais ça fonctionne pas du tout en Liga. Ça fonctionne pas, là. Il en met pas de points. C'est plate, là. On aimerait ça juger un joueur autrement de ses statistiques, mais les statistiques, c'est une bonne donnée pour observer un joueur quand même, puis il en met pas de points. Moi, ce qui m'inquiète beaucoup aussi, c'est qu'il développe des mauvais plis présentement dans une formation où Kotkaniemi a souvent la tête tournée vers l'arrière en attente d'une passe qui vient jamais. Une chance que la Liga, c'est soft. Je l'ai mis... C'est pas une ligue. Je l'ai mis dans une de mes vidéos, mais il aurait pu se faire tuer solide. En sortie de zone, ice slot, dans zone défensive, la tête vers le défenseur en arrière en attendant la passe, puis une belle passe suicide d'un patin. Oui. Pour vrai, le joueur aurait pu l'éteindre. Puis c'est pas arrivé. Non, mais tu sais, c'est pas arrivé. Puis tant mieux, là, on veut pas que ça arrive, mais
je trouve qu'il commence à développer des mauvais plis en raison de sa formation, le monde qui l'entoure. Puis aussi, ce que j'observe, c'est que Kotkaniemi, c'est dur de dire ça parce que j'ai l'air de juger un joueur de 20 ans puis c'est clairement pas mon intention. Mais j'ai de moins en moins l'impression que l'offensive doit être mise sur les épaules d'un Kotkaniemi dans le futur. Je pense pas que c'est un gars qui va diriger une offensive. Ce sera pas un corps arrière offensif. Avec ce que j'observe présentement, de la façon qu'il joue jusqu'à maintenant. Puis je veux vraiment être clair parce que je veux pas chier sur ce gars-là. Je pense qu'il a un bon potentiel, mais je pense qu'il gagne à être bien entouré, mais que c'est pas nécessairement lui qui va rendre meilleur ses coéquipiers de la façon qu'il joue. Il y a plusieurs mois déjà, Richard Labbé s'était fait ramasser en disant que Kotkaniemi sera au mieux un Lars Eller 2.0. À ce moment-là, j'étais quand même d'accord personnellement avec Richard Labbé, puis aujourd'hui, je pense que je peux dire que je suis très en accord, puis que je suis quand même content que Kotkaniemi devienne un Lars Eller. Je suis probablement plus pessimiste que vous à l'égard de Kotkaniemi, mais honnêtement, ce jeune-là m'impressionne vraiment pas. Et je suis un gars qui aime beaucoup Lars Eller, c'est pour ça que je dis que je serais content si Kotkaniemi pouvait devenir un genre de Lars Eller, un gars avec un impact similaire à un Lars Eller, mais pour vrai, Kéké, là, je suis vraiment pas impressionné, puis je trouve ça plate parce que c'est plate, on va se le dire, avec les joueurs on reviendra pas encore là-dessus, on y revient souvent, mais avec les joueurs qui étaient disponibles à ce repêchage-là, c'est un choix qui est de plus en plus mauvais. Mais regarde, rendu long, le Kotkaniemi, on va faire avec, puis s'il devient un Lars Eller, ben, je vais être content. Moi, je pense plus que ça va être un joueur qui va se développer sur plus d'années que 2 ans. Au niveau de son développement pour l'offensive et tout. Tu sais, je pense pas que d'ici... je pense pas que cette année, ça va être un joueur hyper offensif non plus, mais on va sûrement avoir un bon l'année prochaine, 2021-2022. Mais je suis d'accord avec toi au niveau de la Liga. Je suis pas trop content de sa tenue à ce moment en Europe. Je trouve que, tu sais, oui, il prend des mauvais plis. Je pense que ça va revenir assez vite dans la Ligue nationale, ça va être correct. Mais moi, c'est sa frustration qui m'énerve un peu. Parce que tu vois que ça fait pas son affaire. Puis, un peu comme je parlais de Noël Gunler dans nos premiers podcasts, qui m'énervait sa place à la glace parce que tu voyais que quand son coéquipier faisait pas un jeu qu'il aimait ça le mettait en sacrement. Puis, c'est un peu ça que je vois avec Kotkaniemi des fois, là. Il attend pour une passe, en contre-attaque, un 2 contre 1, le gars il tire, ça pogne le goaler, facile, ça revole dans le filet, Kotkaniemi qui fait comme mais fais pas ça, ton coéquipier il mérite pas ça, tu sais. Tu ferais ça dans la Ligue nationale de hockey, tu te ferais ramasser par tes coéquipiers. Weber, t'as pas grand dans un coin, puis il te parlerait, tu sais. Fait que pourquoi, vu que tu joues dans la Ligue nationale de hockey, t'arrives en Liga, puis tu fais ça? Tu sais, c'est correct, là. Je comprends que c'est difficile de retourner là. Tu sais, probablement qu'il se dit pourquoi Suzuki, lui, il va pas jouer ailleurs. C'est un jeune joueur. Pourquoi lui, il joue pas ailleurs? Mais moi, il faut que je joue ailleurs. Fait que probablement qu'il y a plein d'affaires dans sa tête qui se passent en ce moment. Lui, il se voit comme un joueur de NHL, il se voit pas comme un joueur qu'on prête en Europe pour qu'il se réhabitue. Oui, il y a une blessure, mais il a bien joué en série. Fait que, tu sais, je pense que, en ce moment, ce qu'on voit, c'est le manque de maturité de Kotkaniemi. C'est vraiment ça qu'on voit, puis j'ai hâte de voir au retour des activités, parce que c'est sûr qu'il s'en vient dans pas long. Tu sais, il y a plein de joueurs, il y a des joueurs en ce moment qui se font rappeler en Amérique, puis je pense que ça va arriver bientôt pour Kotkaniemi, parce que je veux pas qu'il se blesse, là. Fait que, tu sais, moi, je vais essayer de prendre avec un grain de sel ce qui se passe en ce moment avec lui, puis je vais attendre le camp puis le début de saison. Là, au niveau de votre doute, au niveau de l'offensive, c'est normal, je comprends. Il nous a prouvé à personne qui était capable de diriger une offensive. Mais il y a pas mal plus de vision que Lars Eller. Mais bon, bref, Lars Eller, c'est même pas quoi faire avec la POC la plupart du temps. Mais tu vas pas parler de même de mon Danois préféré. Ben, tu parleras pas de même de mon kéké préféré. Mais non, mais je comprends la comparaison. Puis Richard Labbé faisait ça pour puncher, mais en même temps, il n'y a pas tant. Ça serait pas mauvais. Hein. La chaleur, y a-t-il une coupe? Oui. Weber a-t-il une coupe? Non. Fait que tu sais, tu peux faire plein d'affaires de même. Hein. Fait que. Mais pour conclure avec Kotkaniemi, tu mentionnais, Pascal, qu'il y a vraiment une très belle vision, puis on le voit, là.
sais, on le voit à quel point les jeux, ils meurent en Liga. Tu sais, c'est fou, là. Kotkaniemi a la rapidité pour rentrer en zone offensive avec le disque. Il le fait très bien. Il s'installe en zone offensive. Le jeu meurt du moment que la rondelle quitte la palette. Donc tu sais, c'est clairement pas de la faute à Kotkaniemi. Tu sais, il voit des beaux jeux à faire, mais les jeux ne se font pas. D'où la raison pourquoi, à mon avis, Kotkaniemi, c'est un joueur que tu dois entourer, à l'inverse de peut-être Suzuki, qui a plus la capacité de rendre les joueurs peut-être meilleurs. Oui, Suzuki, c'est j'ai pas de misère à croire que ça va être le... J'ai fait un texte plus tôt cette année qui a été lu un peu, pas mal par le monde. Pour moi, Suzuki, c'est le futur de la franchise du Canadien de Montréal. C'est le premier centre. Ça sera pas Connor McDavid ou un joueur à 90 points, sauf s'il y a des astuces de bons joueurs avec lui, là. Mais Suzuki, c'est le premier centre. Keke, ça sera jamais le premier centre. Ça va être Suzuki, puis c'est ça, puis c'est correct. Parce que lui, il est capable de tout faire sur la glace comme il faut. Il nous a jamais déçus, Suzuki. Que Keke, il l'a fait pendant une saison de nous décevoir. Fait que, tu sais, là, je le comprends tellement, Keke, d'être frustré en ce moment dans la Liga. Il y a rien qui marche. Il est dans une équipe pourrie. À 17 ans, c'était correct, ça. T'sais. C'était correct. Il était un jeune, puis ça fonctionnait quand même bien. Là, c'est un 20 ans. Il a joué dans nationale de hockey. Il est allé dans les séries. Ça a bien fonctionné. Il a scoré 4 ou 5 buts pendant les séries en 10 matchs. C'était correct, mais là, il n'y a plus rien qui marche. C'est la même affaire avec Ilonen. Jesse Ilonen, là, il se voit pas avec Pélican en Liga, là. Il se voit pas là. Il joue super bien. Il y a pas de point. Il y a plein de monde sur les forums qui le descendent, qui disent qu'ils ont plus confiance en ce joueur-là. Mais attendez une minute, là. Pélican, c'est la même affaire que Kotkaniemi, sauf que Ilonen, il joue sans frustration. Il fait juste se concentrer sur pas se blesser. Premièrement, il se blesse pas. C'est pas ça qu'il veut, comme l'année passée. Il joue très bien sans puck. Avec la puck, ça va bien, mais il y a rien qui marche offensivement parce que c'est une équipe merdique en offensive. Max, de ton côté, je crois que tu as regardé un peu plus de LHJMQ ces temps-ci, je me trompe-tu? Ah non, tu te trompes pas, j'ai regardé juste la LHMQ parce que moi, j'ai eu le malheur cette année de tomber en amour avec le football. Donc là, mes dimanches qui étaient habituellement consacrés au scouting hockey, ben là, je les passe à écouter du football. Cela dit, oui, j'ai écouté de la LHMQ et s'il y a un gars dont je peux vous parler aujourd'hui, c'est Alex Bocage des Huskies de Rouyn-Noranda. Écoutez, quoi dire sur Alex Bocage? Je restais quelques minutes au match face aux Foreurs de Val-d'Or samedi. C'était 4-1 la marque en faveur des Foreurs. Et M. Bocage, en quelques minutes, s'est tapé la remontée, premièrement, et le but gagnant en prolongation. Donc, match de 4 buts pour le choix de 3e tour de l'Avalanche du Colorado. Ce gars-là a un instinct de marqueur incroyable. Il a la rondelle au bout de son bâton, il sait où l'envoyer, et il est en mesure de l'envoyer exactement où il veut. Puis, le gardien, il le sait. Le gardien le sait qu'il va tirer. Le gardien des Foreurs, c'était William Blackburn, la recrue des Foreurs ce week-end. En prolongation, il voit Bocage arriver devant lui à 1 contre 1. Il y a un défenseur. Tout. Mais Bocage, il était un bon positionnement à Blackburn sur la séquence. Mais Bocage envoyait la rondelle. Puis c'était évident qu'il allait tirer, on s'entend. Il y avait déjà 3 buts, c'était évident qu'il allait tirer. Puis je regardais le match en direct et je l'ai vu partir le tir. Je voyais arriver Bocage, puis je le savais qu'il allait tirer. Et je vous garantis que Blackburn le savait aussi bien que moi, puis aussi bien que tout le monde sur la glace, puis ses bancs des équipes. Mais quand Bocage tire, t'as beau savoir qu'il va tirer, la puck va passer. À moins que t'aies un coup de chance, son tir est tellement rapide. Puis c'est ça un franc-tireur. C'est ça qui a fait de lui un choix de 3e ronde dans la LNH. C'est un tir incroyable. C'est un instinct de marqueur. Et comme on dit les boys, un instinct de marqueur, ça ne s'apprend pas. Marquer des buts, ça ne s'apprend pas. Ben, Alex Bocage a cet instinct-là comme très peu long. En ce moment, Alex Bocage, c'est le meilleur buteur, c'est le meilleur marqueur pur de la LHJMQ. Vraiment, je l'ai vu souvent, je l'ai vu trop souvent Bocage jouer. Je l'ai beaucoup vu jouer. Puis j'ai souvent été impressionné par Bocage, mais samedi, j'étais sur le cul, les boys. Alex Bocage, un choix de 3e ronde. Repêchage 3e ronde pour de l'Avalanche. Pour l'Avalanche.
un gars qui a pas reçu d'invitation au championnat mondial junior. T'as vu ça Oui. comment, cette décision-là, Max, au niveau de Hockey Canada, de se fermer les yeux un peu sur un joueur qui est red hot, alors qu'on a des joueurs en Ontario, dans l'Ouest, qui n'ont pas commencé à jouer? T'expliquerais comment cette décision? Premièrement, écoutez, je vais rester dans le trait hockey, là, puis je vais vous dire que je vois la décision comme on a des joueurs offensifs, il en manque pas au Canada, il en manque pas. Des joueurs avec un instinct de marqueur, des joueurs avec un talent offensif, il en manque pas. Donc à ce moment-là, la décision d'Équipe Canada, a été prise en fonction de lequel peut peut-être nous amener davantage qu'un bocage ailleurs sur la patinoire, tout en amenant autant d'offensives. Moi, c'est comme ça que je le vois d'un aspect vraiment hockey. Puis je veux même pas entrer dans les autres aspects. C'est ça qui est arrivé. Je pense qu'on s'est demandé, regarde, Bocage, oui, il marque des buts. C'est beau. Rendu là, est-ce qu'il y a un gars qui peut peut-être marquer autant de buts, mais qui peut nous amener un jeu défensif également? Ou je vois ça comme ça. Je pense que ça se limite à ça. Cela dit, je pense que les Huskies sont assez contents de pouvoir compter sur Bocage pour les prochaines semaines parce que je pense à un gars comme Jacob Pelletier. Les Foreurs vont s'en passer pendant 52 jours. Donc, en tenant compte qu'il va faire l'équipe, exact. C'est avec les quarantaines, les jours de confinement au retour à l'arrivée, le camp qui est très long. C'est 2 mois d'inactivité. C'est 2 mois que les joueurs vont rater avec leur équipe respective des circuits juniors, de la LHMQ, parce que les autres circuits juniors ne sont pas en activité encore, mais pour participer au camp et au tournoi. Donc, c'est beaucoup de jours d'activité. Donc, je suis pas sûr que les Huskies s'en plaignent beaucoup de devoir garder Bocage avec eux, parce que un Jacob Pelletier va manquer aux Foreurs, ça c'est clair. Puis je nomme Pelletier parce que vous savez, c'est un cas qui est plus proche de moi avec les Foreurs. Mais Bocage devrait s'en donner à cœur joie là, dans les prochains matchs face au Dracor et à l'Océanique. De notre côté, Pascal, on s'est concentré, on le mentionnait plus tôt, sur les espoirs du Canadien, mais on a commencé un peu nos visionnements pour le draft 2021. Je dis nos visionnements parce que j'ai regardé quelques matchs de quelques joueurs, mais clairement, Pascal, t'en as regardé plus que moi. Je te demanderai pas de faire des portraits détaillés ce soir dans cet épisode de tous les joueurs qu'on a regardés, mais on peut se permettre d'en présenter un chaque, à peu près. Un peu comme Max a fait avec Bocage. S'il y a un joueur que tu aimerais nous présenter dans notre chronique scouting, je vais faire de même par la suite, puis on va pouvoir closer notre épisode là-dessus. J'en ai regardé 1, 2, 3, 4, 5, 6... Ouais, j'ai regardé 6 joueurs à date et 3 matchs par joueur. Donc, je me suis concentré en commençant sur les défenseurs. Le repêchage cette année, au niveau des défenseurs, surtout en première ronde, c'est quasiment juste des défenseurs gauchers, sauf le possible premier choix au repêchage, Brent Clark. Mais j'ai pas commencé par les meilleurs joueurs au repêchage, Brent Clark, Owen Powers, puis Carson Lambos. J'ai commencé par Simon Edmondson, Luke Hughes, Aiden Reshuk, Daniel Sheika, Anton Olsen. De ce batch-là, si j'avais à parler de un joueur, ce serait le frère cadet des Hughes, de Quinn Hughes et Jack Hughes. Sérieusement, Luke Hughes est tout un joueur de hockey. C'est vraiment un bon joueur. Il est son gabarit, il est plus impressionnant que ses frères. C'est comme Maxime le disait, c'est pas juste pour ses frères. Sérieusement. C'est vraiment injuste. Et je me rappelle pas c'est quoi son gabarit. De mémoire, je pense que c'est 6 et 2 là. Donc quand même un bon contraste là avec Jack puis Quinn. Ouais, c'est 6 pieds 2, 176 livres. T'sais, en ce moment, son frame est pas développé là, à fond. T'sais, il est grand, mais il est très faible. Il se fait tasser par n'importe quel joueur qui est plus petit que lui. Il y a une absence... En fait, c'est général. Sur tous les joueurs que j'ai vus en ce moment, il y a une absence quasiment totale de jeu physique. C'est quasiment toute la mobilité, du poise, dans le fond, toute la... Il panique pas. Il n'y a aucun joueur en ce moment que j'ai regardé qui paniquait, sauf un, mais j'ai pas fini de le regarder, puis je vais en parler une autre fois.
Luke Hughes, on dit souvent ça que de moi puis Matt, c'est un général. C'est un gars que tu veux sur la glace en toute situation. Quand il est là, ta défensive est check, dans le fond, est réglée parce que c'est une tour en défensive. C'est pas quelqu'un qui va être porté beaucoup vers l'attaque, mais il y a quand même un potentiel élite au niveau de l'attaque. Parce que dès qu'il y a la rondelle en offensive, il provoque quelque chose. Son tir est pas bon. En ce moment, ses choix de tir, c'est pas quelque chose que j'adore, mais sa distribution de rondelles, les jeux qu'il fait avec la rondelle m'impressionnent à chaque fois quasiment. Il manque de constance encore un peu, mais c'est un très jeune joueur. Je m'en fais même pas encore avec à ce niveau-là. Mais au niveau du power play, ça va être un bon joueur. Puis ce que j'aime beaucoup aussi, c'est que c'est comme une bouée de sauvetage pour son équipe. Il a tellement une bonne mobilité que souvent, OK, il va être là en offensive, mais il ira jamais comme Norlander à côté du but. C'est rare quand même qu'on fasse des montées jusqu'au goaler. Lui, il veut la défensive, c'est vraiment important pour lui, il se concentre là-dessus. Dans ce que j'ai vu, en tout cas, cette année, j'ai regardé 3 matchs. Il est souvent en dehors de la ligne bleue, puis quand il y a une occasion, là, il va rentrer en zone offensive. C'est vraiment quelqu'un qui va être là pour une bouée de sauvetage pour son équipe. Je sais ce que j'ai adoré de lui. Puis j'ai hâte de voir son développement physique cette année, puisque je vais le suivre toute la saison. Je vais regarder des matchs au moins par mois. Je vais essayer d'en regarder le plus possible. Puis garder son nom, il pourrait très bien sortir dans le top 5, sérieusement. De mon côté, je me suis concentré aussi sur les défenseurs, comme tu m'as si bien enseigné, Pascal, parce que le draft... Le draft 2021 est un draft qui va avoir plusieurs... Pour vrai, ça va être incroyable. Ouais, ben... L'année... Puis c'est quel draft des dernières années que... Je me souviens, j'avais fait un redraft, je m'étais fait bâcher parce que j'avais mis, je pense, 6 défenseurs dans le top 10 de mon redraft. Mais cette année, ça pourrait réellement ressembler à ça, là, 6 défenseurs dans le top 10. Si on... oui, ben... Ils sont excellents. Si on considère que il y a 5, 6, 7 défenseurs en première ronde, puis qu'il y a, en première ronde, même, dans le top 15? Ouais, il pourrait en avoir une dizaine. Sérieusement, il pourrait en avoir même dans le top 18-20, il pourrait sérieusement en avoir 7-8. Là. À ça, on ajoute Jesper Wallstedt, qui va être top 10, dans le pire des cas, très proche du top 10. Il n'y aura pas beaucoup de place pour les attaquants. Puis... Non. En effet. C'est pour ça que j'ai commencé avec les défenseurs aussi, parce que Pascal, tu m'as conseillé que c'est peut-être une bonne idée pour ce repêchage-là. Je vais parler d'un défenseur que t'aimes plus ou moins, Pascal. Ça va peut-être... mon opinion va peut-être t'influencer sur tes prochains visionnements, je sais pas. Mais je vais parler de Daniel Cheka, qui joue... Moi, je l'ai écouté 4 fois. Écoute, j'ai écouté entre autres son match du 8 novembre qui était la finale là, de la Karjala Cup. J'ai pu regarder quelques éléments, dont Stanislav Fozil, qui est un défenseur gaucher aussi, qui jouait pour la République tchèque. Pas haï, mais pas le même genre que Chayka. Daniel Chayka, on va le voir au championnat mondial junior. On le mentionnait plus tôt, la formation de la Russie, c'était la formation qu'on a amenée à la Karjala Cup, c'était la formation qu'on va voir au championnat mondial junior. Puis Chayka, c'était vraiment le général de l'équipe. Au sens où, en avantage numérique, c'est lui qui est à la pointe. C'est lui qui gère un peu le trafic en avantage numérique. Puis il le fait très bien. À l'avantage d'un homme, sérieusement, il contrôle très bien le jeu. Est-ce qu'il est capable de le faire à 5 contre 5? Peut-être un peu moins, mais il faut dire qu'il est quand même jeune aussi là, pour être un corps arrière élite. Oui. Je suis pas encore assez rendu loin dans mes visionnements pour dire c'est telle sorte de défenseur, il devrait sortir à telle place, mais ce que je peux dire sur le match que j'ai regardé, c'est que ses départs à reculons sont un peu lents. Fait que c'est peut-être ça que tu as trouvé aussi, Pascal, qui t'a peut-être freiné. Il se fait contourner assez facilement par moment.
T'as raison. Les Tchèques étaient quand même rapides comme formation. C'est sûr que c'était pas un tournoi qui était rapide comme on le connaît au championnat mondial junior, mais la République tchèque était quand même une formation rapide. C'est vrai que Chaika était souvent à contre-pied. Il se faisait déborder, malgré qu'il ait une belle habileté de patin, là, mais vers l'avant. Ses pieds bougent bien, ses mains avec son coup de patin, c'est fluide, ça va bien. Un gars de 6 pieds 2, 187 livres, mais qui semble un peu frêle devant le filet, j'ai trouvé. Des joueurs beaucoup plus petits, dont Jan Mysak, tassaient Chaika devant du net de Askarov. Et c'est ça. Le classique, va falloir qu'il prenne de la masse, mais d'un jambes, surtout. Va falloir qu'il... Il joue trop haut. Il joue trop haut. Ouais. Dans le fond, plie tes genoux. Ouais. Plie tes genoux, Daniel. Mais exactement. Pour vrai, mon premier feeling quand je l'ai vu sur la glace, je pensais que c'était des cure-dents, ces jambes. On dirait que non, mais c'est vrai, on dirait que ça bouge pas. Puis tu le dis. Ouais. Tu sais, plie une position de base plus solide quand t'es en avant du net. C'est pas normal que Jan Mysak t'atasse quand il y a à peu près chacun une tête de plus. Mysak, il est incroyable. Un grand mais vol. c'est un peu le même, c'est un peu le même, c'est ça, un grand vol. C'est un peu le même sentiment que j'ai, tu sais. Quand tu le vois sur la glace, il y a une prestance, tu sais, il est quasiment présidentiel. Tu le vois, c'est comme, il flash, tu sais. Il inspire. Quand tu te concentres sur son jeu. Il inspire confiance. Il inspire confiance. Mais quand tu te concentres sur son jeu, tu vois les petites erreurs qu'il fait, tu vois les petits raccourcis qu'il prend. Puis, en offensive, j'ai quand même aimé sa distribution de rondelles et tout, mais c'est pas un gars, selon moi, qui a une vision très, 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 très développée. Il fait les jeux efficaces selon le système, puis ça fonctionne, puis c'est bien correct comme ça. T'as 17 ans, dans un tournoi de 20 ans, dans 19-20 ans, fais ce qu'il faut pour garder la POC en offensive, c'est bien correct. Tu sais, selon moi, moi j'ai regardé beaucoup de matchs aussi dans c'est quoi la ligue? Attendez un peu, Sheikha. La ligue, la MHL. J'ai regardé aussi sur la Kajala. Quand il joue contre des plus vieux, c'est un peu plus difficile, mais ça va bien. C'est un bon joueur de hockey. C'est juste qu'en ce moment, les matchs que j'écoutais, il paniquait un peu trop. Puis dans le Kajala Cup, c'est maturité physique. Ça va être ça. Maturité physique puis technique de patin. Ça va mieux après ça. C'est surtout défensivement, il a l'air de chercher un peu. On dirait que des fois, dans sa zone, il cherche un joueur à couvrir. Je trouvais que peut-être il devrait un peu plus process en défensive, mais offensivement, on le dit, il inspire confiance, puis c'était un gars qui était quand même capable de contrôler une offensive, à titre de corps arrière. Les boys, on pourrait s'éterniser sur le sujet du scouting longtemps parce que, je veux dire, on regarde des joueurs. Je pourrais vous parler d'un dernier joueur. Vas-y Max, garde-toi. C'est un Suédois qui joue en Suisse, s'appelle Erik Brandstrom. Il joue avec le SCL, les SCL Tigers dans la Ligue suisse et il est actuellement au premier rang des pointeurs de son équipe à égalité avec l'ancien du Canadien de Montréal, Ben Maxwell. Brandstrom a 7 points en 7 rencontres, dont 2 buts. Maxwell, lui, 7 points aussi en 9 rencontres. Brandstrom, son équipe, c'est pas une équipe qui marque beaucoup de buts, là, vraiment pas. Mais Brandstrom qui tire très bien son épingle du jeu. Donc, je tenais à le mentionner pour rappeler à tout le monde là, que Brandstrom existe bien. Te souviens-tu, c'est qui a été repêché tout de suite après Ben Maxwell? Je pense que tu vas m'en prendre une, ou je dois le savoir puis je m'en souviens pas. Milan Lucic. Ah ouais, ça me dit de quoi, ouais. Ah, le monde est petit, comme on dit. Sauf Lucic. Lucic, il est gros pas mal. Sauf Lucic, ouais. Ben Maxwell. Je l'avais pris dans un pot, là, maintenant. J'imagine que t'as perdu. Ouais. T'avais quoi? T'avais le pire, c'est que je devais réellement avoir à peu près 9 ans. Repêché en 2006. Ouais, je me rappelle, je trouvais son nom cool. Je me rappelle, j'étais très jeune, là. Je devais pour vrai avoir 9-10 ans. Heureusement que t'as perfectionné
ton œil au niveau au niveau du hockey. Cela dit, l'année que Yaroslav Halak a goalé dans la Ligue américaine pas mal toute l'année, je l'avais dans mon pool. Et j'ai gagné quand même. Ça, c'est un de mes plus grands brags à vie. Je pense qu'on avait 2 gardiens chaque dans le pool, puis moi j'en avais un qui était dans la Ligue américaine. J'ai quand même gagné le pool, donc gros brag ici. Le pool que t'as joué tout seul, donc. Alors, je vous jure, c'était un bon pool. J'avais fait des bons choix ailleurs, mais à Lac, voilà, dans la Ligue américaine, pas trop payant. Plate que les victoires comptaient pas dans la Ligue américaine. Ça aurait bien fait. Sur ces belles paroles pour nous rappeler le bon vieux temps, on va closer notre épisode là-dessus. On va rappeler aux gens qui nous écoutent de nous suivre sur les plateformes, toutes les plateformes qui présentent des podcasts audio, Apple Podcasts, Spotify, iHeartRadio, sur Spreaker également, on est là-dessus. Abonnez-vous, laissez-nous des reviews, écoutez nos épisodes, partagez-les, n'hésitez pas. Et allez aussi vous abonner à la page Facebook de massoif.com. Effectivement, merci de me le rappeler, massoif.com, un petit pouce, un petit like pour une entreprise québécoise. TSLH 2020, 10% de rabais sur ta livraison de bière à domicile. Puis, n'oubliez pas qu'on a un concours présentement qui roule sur notre page Facebook pour gagner un chandail de Nick Suzuki. Très simple comme concours. Likez la page toutsurlehockey.com, puis partagez la publication. Automatiquement, vous êtes inscrit. Vous voulez des chances de plus? Tag 2 amis, tu as une chance de plus. Puis si tu nous suis sur Twitter avec le @toutsurlehockey avec un T majuscule, toutsurlehockey avec un T majuscule, si tu nous suis sur Twitter, tu as 2 chances de plus de participer au concours. Partage-le à tes amis, tu vas augmenter tes chances de gagner un super beau chandail de Nick Suzuki, malheureusement qui ne sera pas bleu dans le Reverse Retro, parce qu'on a commencé notre concours avant. Donc, ça va être un chandail classique canadien de Montréal.